et c'est une destination romantique que nous vous proposons pour notre week-end. Compiègne est une ville qui a toujours attiré les rois et les empereurs français. Et c'est vrai qu'il règne là-bas une atmosphère à part dans cette région marquée par l'histoire. Sébastien Renouille et Régis Rouanet. Nous voulions débuter notre week-end à Compiègne par une promenade empruntant l'allée des Beaumont. Au pied du château, une percée en pleine forêt, 5 km de long, voulue par l'empereur Napoléon Ier. Sous l'Ancien Régime, on était souvent très mal chaussés. On visitait les jardins en voiture attelée, en chaise à porteur, et puis on faisait quelques pas. Le 19e siècle a révolutionné tout ça. Les hommes sont en bottes, les femmes ont des tenues plus confortables, et on peut véritablement faire l'expérience de la promenade. Comme on le fait ici. Comme on le fait ici. Malgré l'hiver, la nature vibrait comme ce jeune séquoia dont la présence parmi les arbres centenaires nous saisissait. On entend le flux et le reflux de la sève d'un arbre. On a l'impression d'entendre le ressac de la mer ou d'entendre un peu notre sang circuler. Essayez, l'oreille. Il faut toujours tenter. On peut tenter. On va essayer d'écouter. Voilà. On essaie d'écouter la sève de l'arbre. C'est le chant de la forêt. 14 000 hectares autour de la ville de Compiègne et de ses façades médiévales ornées de colombages. Ces lieux inattendus comme ce premier incontournable que nous débusquons au hasard d'un passage jouxtant l'hôtel de ville. À l'intérieur, 100 000 figurines racontent l'histoire de France, comme cette bataille de Waterloo, dont la reconstitution au XIXe siècle, selon les cartes d'état-major, dura 18 ans. À quelques mètres, les tranchées nous rappellent combien la région de Compiègne fut meurtrie par la guerre de 14 jusqu'à l'armistice signé non loin de là. Nous approchons de cette forêt où le 11 novembre 1918, le wagon du maréchal Foch s'arrêta. La victoire des Alliés face à l'Allemagne y fut signée. Foch avait choisi cet endroit discret pour échapper, dit-on, à la curiosité des journalistes. Les signes de l'histoire nous emportent. Traces du chemin de fer au cœur de la clairière et marques sombres laissées par les brancards dans la salle de bal du château transformée en hôpital pendant la guerre. Nos pas sur le parquet de chêne nous conduiront vers la salle de bain de l'empereur où Napoléon Ier recevait, parfois, ses amis de confiance. Puis la chambre où, 50 ans plus tard, l'impératrice Eugénie venait se ressourcer dans un décor symbole d'abondance. Mais le chef-d'œuvre se trouve ailleurs. Dans les couleurs choisies par le peintre Winterhalter, dans les traits de l'impératrice Eugénie, entourée de ses dames de compagnie. Là même où, en ce soir d'hiver, les chevaux montrent leur désir. Les oreilles en avant, cette envie d'aller devant, toujours d'avoir envie de regarder ce qui se passe, de découvrir. Voilà, on sent qu'ils ont envie d'être dehors. La nuit nous conduit vers les murs d'un théâtre à l'histoire singulière. C'est la première ce soir. Sous le regard de l'impératrice Eugénie et de son époux Napoléon III, nous découvrons notre bon plan. Pour mieux cerner l'histoire de ce théâtre dont le prix des places débute à 8 €. On va pénétrer dans les deuxièmes dessous. Il y a déjà un premier niveau. Là où se trouve une machinerie ancienne. Ah oui. Waouh. Et on sent encore, je veux dire. Oui, on sent l'odeur. On sent l'odeur. Difficile à montrer à la caméra, mais on sent cette odeur de bois. Et on est dans une forêt, là. Forêt de poutres et de cordes entremêlées, tendues, enroulées sur des poulies de bois. Quand les théâtres ont été construits, pour les faire fonctionner, c'était souvent des anciens marins. Donc ils ont utilisé tout leur savoir-faire. Voulu par Napoléon III en 1867, la construction fut interrompue par la guerre, abandonnée. Il fallut attendre 120 ans, 1991,
pour que les voix résonnent dans ce théâtre inachevé. Il a réussi à être sauvegardé et sa construction, qui est particulière, de 90% de bois pour revêtement, lui donne une des acoustiques parmi les meilleures qui soient au monde. Dans la salle, Axel Fagnot, étoile montante de la scène lyrique, en apprécie l'ampleur. Ouais, elle sonne bien. Très bien. On sent notre son aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier mur. Mais en même temps, elle n'est pas si petite que c'est désagréable et qu'on est un peu gêné par les résonances. Donc en fait, c'est le format idéal. Et l'écrin parfait pour une prise de rôle dans la peau de Tosca, un opéra de Puccini. Nous nous réveillons à l'ombre des pierres du moulin de l'Ortie. 3 chambres d'hôtes en lisière de forêt dont Sophie, la propriétaire, n'est pas avare de renseignements. Il y a un village qui s'appelle Saint-Jean de... Saint-Jean-au-Bois. C'est dans quelle direction, là? Saint-Jean-au-Bois, c'est par là. À Saint-Jean-au-Bois, commune perdue au creux des arbres, il y a, nous a-t-on dit, un lieu où nous pourrons mieux ressentir l'esprit de la forêt. Hop. Bonjour, monsieur. À la fois restaurant, dépôt de pain, la fontaine Saint-Jean vient juste de réouvrir. Et alors, ça fait quelque temps que vous avez repris cet endroit-là? Ça fait une semaine exactement. Une semaine On a ouvert jeudi dernier. C'est le seul lieu du village où les habitants se retrouvent, quelle que soit l'heure de la journée. Là, ça vous donne le sourire. Ah oui. Depuis le temps depuis le temps que c'est ouvert, ça... Ils attendaient ça. Ah bah ouais. C'est vrai? Ah oui, ouais, ça manque. C'était fermé depuis le 17 décembre, et là, ça a rouvert le 1er février, et ils attendaient vraiment ça. En cuisine, Julien prépare le menu du jour, familial. Quiche Lorraine. Oui. Lasagne. Oui. Et mousse au chocolat. Merci. Recette de ma maman. Une vingtaine d'euros pour un repas complet au cœur d'un village qui a vu naître une chanson célèbre des années 40. Ah, qui aimait tant se retrouver le plus beau de Saint-Jean. Jean restait grisé, sans volonté, sous ses baisers. Un retour vers Compiègne nous mène dans une aile du château. Un étonnant musée nous y fait enjamber plus d'un siècle de passion pour la voiture. À cheval, d'abord, tel ce carrosse impérial aux banquettes satinées. Puis à moteur, à travers cette curiosité, la jamais contente, premier véhicule de l'histoire à dépasser les 100 km/h en 1899. Propulsion électrique. C'est curieux comme l'histoire se répète. À peu près 10% des taxis parisiens étaient électriques dans les années 10. La même année sera inventé le démarreur électrique pour entraîner les moteurs à essence. Une course vers le progrès, dont nous trouvons une autre illustration derrière les murs de cet hôtel particulier. Les monuments de la ville les plus inaccessibles y sont visibles en réalité augmentée. Hop, on voit ces petits personnages que l'on appelle comment? Les piquantins, parce qu'ils piquent le temps, piquantin, en ancien picard. Quittant le beffroi de l'hôtel de ville, comme pour arrêter la course du temps, nous voulions vous montrer un ancêtre de la forêt. Un chêne dont le bois ne put survivre à la sécheresse en 2021, mais dont l'écorce porte en elle toute l'histoire de Compiègne. Il avait 500 ans.